entamons cette émission avec les enjeux économiques pour la zone euro, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra demain, qui sera une réunion historique dans le sens où la BCE va délivrer sa première hausse de taux depuis 11 ans. Patrice Gautry est à nos côtés en plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue, c'est ce qui fait le charme de la politique monétaire en zone euro, quand d'autres banques centrales normalisent à vitesse grand V sans trop se poser de questions aujourd'hui. La BCE fait face à un niveau de complexité un peu différent. C'est-à-dire que pour normaliser la politique monétaire en zone euro, il faut déjà garantir l'intégrité de l'euro. On avait eu il y a 10 ans en arrière le Whatever It Takes célèbre de Mario Draghi qui avait débouché sur un programme qu'on a oublié, qui n'a jamais utilisé, mais qui était le programme OMT qui permettait de garantir effectivement l'intégrité de l'euro en couvrant le risque de fragmentation, comme on dit, les écartements de coûts de financement entre États. On revient à cette question aujourd'hui, avant même de savoir si la BCE montera de 25 ou 50 points de base ses taux. C'est qu'est-ce que la BCE peut délivrer comme programme crédible pour garantir à nouveau l'intégrité de l'euro? Alors, premier élément de réponse, c'est qu'elle doit délivrer. C'est-à-dire, il y a une obligation de résultat. Et après, ça dépend effectivement un petit peu du mix entre les hausses de taux, 25 points de base ou 50 points de base. On se retrouve d'ailleurs un peu de façon anecdotique dans la même situation que la Fed la dernière fois, où un article dans le Wall Street Journal avait dit « mais non, ce ne sera pas 50, ce sera 75 ». Et hop, effectivement, on a eu 75. Donc là, on a lancé un ballon, peut-être de la part de certains gouverneurs, pour voir comment les marchés allaient se positionner. Et effectivement, toutes les banques centrales sont en train d'accélérer le pas. Entre juillet et septembre, on n'a que des hausses de taux, et des hausses de taux presque plus fortes qu'attendues. Donc la BCE pourrait se mettre dans ce train, malgré, et là il y a un exercice de communication, malgré l'annonce, la pré-annonce faite par Madame Lagarde de 25 points de base. Donc là, il faut gérer. Donc je dirais que c'est presque plus un acte de communication, de confiance en fait, entre la Banque centrale et les marchés financiers, que véritablement un enjeu important de politique monétaire, puisque de toute façon, on est en train de rentrer dans une période. Et je dirais, pour conclure un petit peu sur les taux, maintenant, on voit que l'inflation est forte, elle va rester forte, elle va continuer même encore à monter dans plusieurs zones. Et on a déjà embarqué dans un train de hausse de taux. Donc maintenant, à mon avis, le débat va se porter plutôt sur le taux final, pas simplement sur 25 ou 50 points de base. Où est-ce que l'on va? On va à plus de 1% en zone euro, à 1,5%, ou on s'arrête à 1%, ou on ne va pas à 1%. Je pense que le débat, fondamentalement, pour les enjeux de politique monétaire, puisqu'on a vu que le crédit est en train de se rationner. Les banques sont prêtes à fermer un petit peu le robinet du crédit, et la demande même, dans sa nature de crédit, est en train d'évoluer. Moins de demandes d'investissement, plus de demandes de financement en fonds de roulement de la part des entreprises, et aussi, de façon intéressante, moins de demandes de financement pour l'immobilier du côté des ménages, mais beaucoup plus de crédit à la consommation. Donc, on voit l'importance de ça. Alors après, bien entendu, il y a le mix, et dans la confiance, il y a bien entendu, je dirais, l'application concrètement de cet engagement d'éviter effectivement une fragmentation de la zone euro. Alors le plan, on a déjà des premiers éléments. Il semblerait que le titre, c'est la protection de la transmission monétaire. Oui. C'est pas un plan anti-fragmentation. On voit bien que le mot, c'est subtil, mais c'est une nuance importante. C'est subtil, mais pour les gens qui sont habitués à décrypter le langage des banquiers centraux, ça veut dire beaucoup, comme dit le poète. Donc, effectivement, ça veut dire que on n'aura peut-être pas beaucoup de détails sur le montant, sur les détails, et certainement pas, bien entendu, Madame Lagarde ne va pas dire à 205 points de base entre le spread italien et allemand, on intervient. Non. Certainement pas, même si les marchés vont tester ces niveaux-là. Mais on peut avoir effectivement un mécanisme dans lequel, qui soit assez différent de l'OMT, puisque vous l'avez rappelé en titre, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait une conditionnalité qui était forte. Donc là, on peut se mettre un petit peu dans le profil du PEP, c'est-à-dire en fait des montants qui ne sont pas nécessairement limités, même si on peut développer des enveloppes qui sont revues régulièrement, avec une conditionnalité qui était en fait assez souple pour le PEP et qui reste assez souple dans le plan du NGEU. Donc là, je renvoie aux conditionnalités qui sont attachées par la Commission européenne. Donc vous appliquez le programme Next Generation EU, le programme d'investissement, de relance, de reprise, les critères. Et si besoin, en cas d'attaque spéculative, vous avez droit au programme de soutien de marché mis en place par la BCE. Pas en cas d'attaque spéculative, parce que les attaques spéculatives, vous pouvez en avoir tous les jours. En cas de tension qui mettrait à mal, en fait, les taux d'intérêt court terme, par exemple en Italie,
qui ferait que la hausse de taux de court terme en Italie serait bien supérieure à celle observée en moyenne. C'est ça le mécanisme de transmission et l'anti-fragmentation. Par contre, si des spéculateurs ont envie de jouer sur la démission de M. Draghi ce soir, la BCE n'interviendra pas. D'accord. Oui, non, mais c'est là aussi où la nuance est importante. La BCE ne va pas faire une lecture trop politique du spread. S'il y a un sujet de politique intérieure dans un pays comme l'Italie, au hasard, c'est le cas évidemment aujourd'hui, c'est pas à la BCE de couvrir ce risque politique jusqu'à un certain niveau en tout cas. La BCE ne couvrira pas deux risques. Le risque politique tel que vous l'avez mentionné et le risque purement budgétaire. C'est-à-dire, quelle que soit la coalition en place, ou même si M. Draghi revient en disant « ça y est, j'ai réussi à générer une coalition, mais avec un plan de dépenses multiplié par 2 », la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas parce que là, on va sortir progressivement des critères, soit, alors pas l'OMT, mais NGEU, ou des critères de stabilité, de pacte, puisqu'on a quand même encore ça un petit peu en référence. Donc c'est simplement, en définitive, une dérive supérieure à d'autres dérives. Donc les taux peuvent monter, les taux courts, les taux longs, mais en fait, ils ne doivent pas monter plus vite sur le coût de financement à très court terme en Italie par rapport à la moyenne européenne. Mais par contre, si l'Italie s'écarte en fait de, je dirais, un plan de réduction de moyen terme de son déficit primaire, alors que c'est un pays qui est très sensible en fait en termes de taux d'intérêt, à la charge d'intérêt sur une dette qui est une des plus importantes au sein de la zone euro. Donc là, effectivement, la BCE n'interviendra pas. Ah oui. Alors c'est là aussi où certainement, enfin si j'étais dans la salle, c'est là où je poserais des questions. Mais malheureusement, ce ne sont que des journalistes, pas les économistes. C'est-à-dire, mais comment est-ce que vous allez discriminer, distinguer dans une hausse de spread, si on a des spreads à 200 ou à 250 points de base, quelle est la part due à l'évolution macroéconomique, l'effet transmission ou l'effet purement politique et spéculatif? L'heure de vérité, c'est le moment où on cadre le budget aussi, d'une certaine manière. C'est là où la politique et le budgétaire se rejoignent. Et c'est à l'automne que ce moment important est attendu pour les États européens et pour l'Italie comme les autres. C'est la première mission de M. Draghi. Alors justement, est-ce qu'on lui donne un mandat pour aller un petit peu au-delà ? Ou est-ce qu'on lui donne juste un mandat pour lui demander simplement de signer en quelque sorte le prochain budget, de le présenter à la Commission européenne, de tenir les 20 milliards qui sont liés au plan NGEU et après de retourner à sa retraite. Mais je ne pense pas que la personnalité de M. Draghi accepte ce genre de mandat. Bon, vote à suivre en fin de journée au Sénat pour savoir si Mario Draghi peut rester encore quelques temps, s'il arrive à rafistoler sa coalition. Je rappelle, le calendrier normal des prochaines élections législatives, c'est le premier trimestre, printemps 2023. Je reviens sur la première idée, effectivement, 25-50 points de base, mais la question c'est, et ensuite, c'est quoi la stratégie, le point d'arrivée de la normalisation de la politique monétaire en zone euro? Est-ce qu'on peut avoir une trajectoire crédible de ce point de vue-là quand on affronte une crise italienne potentiellement plus importante encore demain, quand on a l'épée de Damoclès permanente du gaz russe au-dessus de nos têtes qui prend une forme de supplice chinois, on va remettre un peu de gaz mais pas complètement, etc. Enfin, ce jeu-là va durer sans doute encore quelques temps. Comment est-ce qu'on peut se projeter au-delà des quelques mois quand on fait de la prévision économique et de la stratégie de politique monétaire? Alors, ça, c'est un élément de communication qui manque aujourd'hui dans la Banque Centrale Européenne. Et on espère... Alors, peut-être aujourd'hui, demain, ça va être un peu court. Mais par contre, dans les mois à venir, et pour le mois de septembre, il serait bien que l'on ait une communication qui nous dise, en fait, puisqu'ils travaillent sur plusieurs scénarios, un scénario central, des scénarios plus positifs dégradés, ou plus négatifs. Et si l'Europe n'a pas à sa disposition de gaz russe, quel est l'impact sur la croissance? Et quel est l'impact sur la politique monétaire? L'impact sur la croissance, différents organismes, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI dernièrement, a travaillé sur des scénarios. Ils concordent tous vers, je dirais, un chiffre qui est assez symbolique, c'est un choc de 2% de croissance en moins sur la zone euro à partir du moment où intervient cela. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il y a des pays, les petits pays, en fait, qui sont plus proches et qui sont presque 100% dépendants en fait, du gaz russe ou des approvisionnements en Russie, ça va être de l'ordre de -5, -6. Par contre, pour l'Europe en moyenne, ce serait -2. Pour l'Allemagne, c'est autour de -2. Pour l'Italie, c'est, selon les scénarios, entre -2 et -4. Donc ça peut être un -3. Donc ce scénario-là, il a été identifié par différents organismes. Donc là, ce serait bien que la politique monétaire nous dise comment elle compte se positionner si jamais...
parce que la probabilité, elle existe toujours, même si demain les flux de gaz arrivent à 40% de ce qu'ils étaient avant la maintenance. Ça restera un problème. Oui. Ça reste un problème parce qu'il y a un moment ou un autre, On est quelqu'un d'accord. du côté du Kremlin peut vraiment fermer le robinet. Donc ça, c'est une communication intéressante pour essayer de baliser un petit peu les risques du côté de la politique monétaire européenne. Et donc là, je reviens effectivement peut-être plus que 25 et 50 points de base, puisque là, on avait déterminé un schéma relativement simple et relativement clair, une approche graduelle des hausses de taux, qui s'ajoute, sans l'oublier un petit peu, à des liquidités qui sont en moindre injection, donc un coût de refinancement des banques qui, lui, de toute façon, a déjà augmenté depuis la fin juin. Donc dans ce cadre-là, c'est, à mon avis, le taux terminal qui devient le plus important. Est-ce que c'est 1% ? Et aujourd'hui, le discours actuel, c'est on va chercher 1% le taux neutre. en fin d'année, ce qui correspond peu ou prou. Alors, certains gouverneurs de la Banque centrale situent le taux neutre à 1,5, d'autres aux alentours de 1. Et donc, si on a ce choc énergétique, ce rationnement, effectivement, le 1% Est-ce que c'est encore inaccessible oui, c'est ça. parce que effectivement, derrière, on aura des événements négatifs en termes de confiance, en termes d'activité économique et industrielle, et donc d'emploi. Bon, beaucoup de paramètres qui sont encore instables, on va dire comme ça. C'est ce qui caractérise malheureusement notre activité et l'activité des marchés boursiers. On peut passer du positif au négatif, et c'est malheureusement une des caractéristiques de cette période, et ça va pas s'arranger sur les prochaines semaines, c'est le manque de visibilité. Donc on travaille avec beaucoup de court terme, une vision de court terme, et aussi les banques centrales travaillent à court terme. Donc c'est difficile, effectivement. Donc ça veut dire que 2023 peut être très bon, mais aussi très très mauvais, selon effectivement le degré d'ouverture du gaz et le degré d'ouverture ou de fermeture des marchés de capitaux. On aura à court terme, en tout cas pour le court terme, quelques éléments de réponse sans doute dans les prochaines heures, du côté de l'Italie en fin de journée et du côté de la Banque Centrale Européenne demain. Merci beaucoup Patrice Gautry qui est avec nous en plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée.